de vous retrouver pour de nouvelles nuits blanches. Le dimanche soir sur Europe 1, c'est du temps en plus pour vous. 2 heures volées à la nuit pour se parler, chasser le blues et attaquer la semaine dans de bonnes dispositions. Jeanne et Paul vont vous accueillir au 39 21, ainsi que Michael Sanchez qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également vous manifester en envoyant vos mails sur le site europe1.fr, ainsi que vos SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un peu émue de vous avoir ce soir au téléphone. Oui, parce que vous, habituellement très vous appelez plus, vous écrivez surtout, voilà. donc c'est pas votre moyen de privilégier et vous n'êtes pas très en forme. Qu'est-ce qui je vous ne arrive? suis pas du tout en forme. Qu'est-ce qui vous arrive? À savoir que je viens de me séparer. Je vais essayer de rester tranquille. Je viens de me séparer depuis 3 mois d'une vie maritale de 26 années. Oui, en effet. C'est vous qui avez pris la décision? Oui, je suis partie parce que c'était devenu insupportable et que j'avais énormément de mal à m'épanouir, on va dire. Mmh. Donc, je suis quelqu'un d'assez positive dans le sens où suite à un handicap, j'ai dû surmonter pas mal de choses dans l'enfance, etc. Enfin, je vais pas m'étaler sur mon enfance. J'ai décidé de me reprendre en main parce que bon, les enfants ayant quitté, on va dire, le domicile familial. Oui. Mais à savoir que j'ai 2 enfants de 24 ans. Oui. Je me suis retrouvée face à mon couple qui n'était plus un couple qui ne fonctionnait que dans un sens, on va dire. Ça donc veut dire je me suis quoi? reprise en main parce que Vous voulez dire quoi par qu'il fonctionnait que dans un sens? Mais Il n'y avait que vous qui essayez de je donnais beaucoup, faire tourner. je faisais Oui. tout, je gérais tout. Oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas vraiment épanouie. Mmh. Donc, à savoir, nous avions bâti une maison qui a à peu près une dizaine d'années. Et je m'étais beaucoup investie dans ce projet-là de vie en couple à 2 sans les enfants. Oui. Et c'est vrai que mon conjoint était mon premier amour aussi, c'est important. Et donc, j'avais beaucoup misé sur une vie tranquille après avoir éduqué les enfants, etc. Et bon, quand les enfants sont partis, enfin, ce sont des jumeaux, ils sont partis à quelques mois d'écart, l'un de l'autre, de la maison. Oui. Donc je me suis retrouvée face à moi-même, et bon, comme je suis quelqu'un d'assez positive, je me suis remise en question sur est-ce que je vais pleurer, est-ce que je vais pleurer parce que je vais m'ennuyer ou est-ce que je vais rebondir. À savoir que j'ai décidé de rebondir en me remettant en cause mon couple en constatant qu'il n'allait plus, qui n'existait plus. Donc j'ai décidé de reprendre des études de droit parce que je suis assez passionnée par le droit. Oui. Donc je me suis réinscrite en faculté de droit où je suis actuellement. Vous êtes courageuse, hein? J'ai pris un appartement seul. Mmh. Donc j'ai décidé de me séparer de mon conjoint. Ouais. Comment il a réagi, lui? Quand vous lui avez... Ce qui est terrible, c'est je lui ai dit, je l'ai remis plusieurs fois en question, lui disant d'analyser les choses, que je n'étais pas heureuse et qu'il fallait que ça change. Et que je me sentais pas épanouie, je me sentais pas aimée. Et il m'a dit... pas de réponse, oui. Il m'a répondu, si tu n'es pas bien, tu t'en vas. Bon, là, ça a été sa réponse. Oui, c'est-à-dire que lui n'arrivait pas à le faire. On peut penser que... c'est-à-dire, comme je faisais tout à la maison, il était heureux, en fait. Lui, ça lui convenait. Oui, mais il ne manifestait même pas le fait qu'il avait peur de vous perdre. Ah non. Il pensait que je n'existais pas, j'avais vraiment l'impression de faire partie des meubles. Il pensait peut-être aussi que vous ne mettriez pas ce projet à exécution, aussi en vous disant ça. Oui, parce que c'était quelqu'un d'assez négatif et j'ai quitté mon travail parce que bon, il m'avait convaincu que je n'étais pas bien dans ce travail, donc j'avais abandonné un travail de
de commercial dans un bureau d'études où je m'épanouissais bien. D'accord. Et je sais pas, j'ai fini par quitter ce travail et donc j'étais complètement devenue financièrement dépendante. Ben oui, mais là, en le saut reprenant... a été hyper difficile dans le sens où il a fallu que je me dise je vais me retrouver sans rien. D'un super pavillon F6, je vais me retrouver sans rien, je vais me retrouver sans revenu. Mais je me suis dit, allez Laurence, tu te boostes, il faut que tu fasses le saut parce que la vie, elle peut être mieux ailleurs. Et je me suis dit, je mérite mieux. Et là, vous reprenez des études de droit pour améliorer éventuellement votre situation professionnelle pour, oui, j'aimerais. D'ailleurs, je passe des examens blancs demain. Demain, là, tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Ah, oui, à quelle heure? C'est à 17h. Hein. Ce sont des galops d'essai pour nous tester pour la nuit, en fait. Bon, ça va. Bon, c'est des examens blancs, ça va. Mais enfin, parce qu'il ne faut pas que vous couchiez trop tard, là. Je dors très peu. Pourquoi? Parce que vous êtes anxieuse. Vous êtes anxieuse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très perturbée parce qu'en fait, je suis quelqu'un de assez positive et j'ai essayé au-delà de la séparation de me dire bon bah allez, tu n'as plus de revenus comme avant. En ce moment, j'ai pratiquement aucun revenu parce que les choses sont assez longues administrativement à se débloquer. Mais je m'arrête pas à ça. Je me dis que la vie c'est autre chose qu'un porte-monnaie et une belle maison. Donc je m'accroche à mes études, mais j'ai des amis qui sont des fidèles européens qui m'ont beaucoup aidée. Et récemment, j'ai mis le pavillon en vente. Hein, c'est moi c'est moi au-delà, étant à 3/4 d'heure de mon ancien domicile, j'ai dû faire toutes les démarches pour prendre le pavillon, tout en gérant les études. Oui, vous avez beaucoup de choses. Vous devez faire face à beaucoup de responsabilités. Oui. Et je suis un peu perdue parce que. Donc vous êtes un peu débordée par tout ce qui se passe. C'est-à-dire, j'en ai parlé à des amis. Je me suis dit, c'est des amis, je leur fais énormément confiance. Il y en a qui m'aident, il y en a qui. Quelques amis que j'ai de la Libre Antenne m'aident beaucoup. Ah, c'est des auditeurs de la Libre Antenne. D'accord. Oui, de très bons fidèles, des auditeurs, très fidèles, comme moi. Oui, je les salue alors. Ils m'ont beaucoup aidé et c'est vrai que je me suis un petit peu déchargée de mes soucis pour, je vais dire pas pour me plaindre, pour essayer de garder Vous aviez besoin d'en parler en tout cas. Oui, j'avais besoin d'une béquille, on va dire. D'accord. Vous n'avez pas d'amis dans votre entourage proche avec qui vous pouvez échanger en direct? Si, un peu. Bon. J'ai une très très bonne amie que j'ai rencontrée récemment parce qu'en plus je fais du théâtre aussi. Je suis une des grandes défenseurs de la langue picarde. De la langue picarde. Donc je fais du théâtre et j'ai une très très bonne amie qui est venue me chercher à mon domicile mardi après-midi dernier parce que j'étais prête à prendre des tas de médicaments parce que c'était vraiment trop là. Parce que j'ai malheureusement des amis que le fait que je partage mes soucis ont plutôt pris ça comme, disons, une plainte continuelle. Le fait que je me lamente sur mon sort. Mais vos amis proches, vous voulez dire ou parce des gens en qui j'avais énormément de confiance et que je m'autorisais à partager un peu mon quotidien. Mais alors, qui font partie de votre entourage, c'est ça là? Parce que je me perds un peu entre ceux avec qui vous communiquez sur Facebook et puis... D'accord. Oui. Bon, alors parfois, c'est un peu les limites aussi. Dans ces cas-là, il faut arrêter avec ces personnes-là et vous rapprocher de celles qui peuvent être à même de vous comprendre. Oui, mais là, je suis extrêmement perturbée parce que j'avais déjà le stress des oraux des examens de mi-mai qui m'angoissaient beaucoup, parce que je suis très bavarde, je suis assez à l'aise. Je suis assez à l'aise oralement, mais à savoir que des examens oraux à 43 ans, après 24 ans, plus de 24 ans, avoir arrêté les études, c'est quelque chose de terrible, assez affronté. En plus, le droit, c'est pas quelque chose d'évident. Ah oui, ça c'est sûr. Le droit, vous pouvez pas broder si vous ne savez pas. Et est-ce que vous arrivez quand même à vous concentrer sur vos examens? Alors le souci, c'est que ça fait depuis plus de 15 jours, je n'arrive pas du tout à me concentrer, je n'arrive pas du tout à travailler. D'accord.
J'ai réussi. C'est pour ça que vous vous angoissez là. Oui, le souci, c'est que cet après-midi, j'ai réussi à m'y remettre depuis 2 jours. J'ai réussi à me, c'est bien. mettre C'est bien. un petit coup de pied. Est-ce que vous êtes, puisque bon, vous avez un grand besoin de parler et on peut comprendre compte tenu de tout ce à quoi vous devez faire face actuellement, est-ce que vous êtes un peu aidé sur le plan psychologique? Parce que c'est bien beau de parler, vous avez comme ça des soutiens avec des auditeurs, avec des amis, mais c'est peut-être bien aussi quand même d'être un peu aidé, de faire le point. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais aller. Ou on vous dira pas là, arrête de te plaindre en gros. C'est-à-dire que vous voyez, vous aurez quelqu'un dont c'est le métier d'écouter. J'ai un ami quelqu'un en qui j'avais une énorme confiance, qui m'a reproché de me lamenter sur mon sort et de rester dans cette bise de plainte, d'éternelle victime, alors que vous n'êtes pas. Non, vous n'avez rien d'une victime parce que vous faites face avec courage à quand même beaucoup de choses. Simplement, c'est vrai que c'est un peu lourd. Vous êtes dans cette phase de transition où vous avez en plus beaucoup de choses qui suivent la rupture. Déjà la décision. Bon, c'était courageux de mettre fin à une relation qui n'était plus satisfaisante pour vous. Après, il vous a fallu vous accrocher. Vous reprenez des études de droit, ce qui là aussi est quand même très courageux de reprendre des études à 43 ans. Il y a effectivement ces inquiétudes financières, vous demandez comment vous allez vous en sortir. Tout ça, ça joue aussi dans le tableau de un peu de la situation. Donc, est-ce que vous avez vu là aussi un avocat qui sera le plus à même de défendre vos intérêts dans cette situation par rapport à la maison que vous avez achetée? Je prends les choses comme je vais arriver à les gérer. C'est-à-dire déjà partir, trouver un logement. Oui. Sans revenu, c'est pas évident. Non, bien sûr. Donc c'est un mien. Parce qu'actuellement, vous n'avez pas de revenus. Je n'ai aucun. C'est-à-dire le peu de revenus que j'ai passe dans mon loyer pour le moment parce que tout ce qui aide ne fonctionne pas. Il ne se pas encore débloqué, malgré que je me batte à côté de ça en me rendant X fois aux administrations. Votre mari travaille, lui? Oui, tout à fait. Bon, et alors justement, là, c'est là où il faudrait rencontrer un avocat pour voir ce qu'il est possible, parce que par rapport à cette maison que vous avez en commun, enfin, vous voyez, il faut peut-être mettre en place une procédure pour aussi activer un peu les choses, là. Ah oui, nous avons décidé d'un accord commun de vendre le pavillon. D'accord. Bon, donc ça vous fera déjà une source de Oui, voilà. Mais moi, c'est même pas le côté. Je vais vous dire, je suis issue d'une très très grande famille de 15 enfants, donc je suis pas c'est pas le côté financier. Non, je comprends bien, mais c'est quand même une sécurité aussi, parce que quand on se sépare, et souvent c'est le lot des femmes de voir que leurs revenus baissent considérablement, ça ne participe pas au fait de se sentir sécurisé. Quand on ne sait pas trop comment on va finir le mois. Ça joue quand même. Même si vous... sur le moral, c'est ici quand on ne sait pas si le... bien sûr, si déjà... Le peu d'argent que j'avais, je me suis acheté un petit réfrigérateur et finalement le réfrigérateur est branché vite. Bon, je me dis les choses vont se faire en donc ça allant. peut être aussi déprimant et c'est quand même une sécurité de savoir qu'il y a un potentiel et qu'on n'est pas dans la mouise totale. Ça compte aussi. Non, mais je me dis, je prends les choses... Là, j'ai les examens, donc je me suis dit, bon, je vais pas entamer les démarches du divorce parce que il faut que je gère les examens. Si en plus les complications viennent se greffer par rapport au divorce avec monsieur, donc je me suis dit, je vais pas pouvoir tout gérer. Et mon souci aussi maintenant, c'est que le fait qu'on m'ait dit que j'avais tendance à me lamenter sur mon sort, alors mais n'écoutez pas ça, c'est pas grave. Ça me perturbe énormément parce que mes amis qui me connaissent proches me disent que je suis pas du tout comme ça. Bon, alors vous voyez, ce qui compte, c'est le... Je culpabilise énormément parce que j'ai l'impression de faire du mal aux gens. Bon, alors écoutez, peut-être pour le moment, soyez un peu moins sur les réseaux sociaux, surtout recentrez-vous un peu sur votre vie, sur les proches qui vous connaissent très très bien et qui peuvent être des soutiens. Vous voyez, vous éparpillez pas trop. Parce que vous pouvez avoir des retours très positifs, comme effectivement vous communiquez avec des auditeurs de la page Facebook et vous avez des retours, des témoignages de soutien. Oui, mais on va pas tous les citer, mais des témoignages de soutien, des témoignages d'amitié très affectueux. Mais il y a des personnes aussi qui parfois réagissent en fonction de leur histoire personnelle ou parce que c'est facile derrière un écran de se lâcher un peu. Donc recentrez-vous vraiment sur ceux qui vous connaissent, vos amis qui vous connaissent de longue date et qui peuvent être un soutien à la fois affectif et être présent dans votre vie. Voilà, ne
vous dispersez pas trop non plus, parce que c'est le risque quand on n'est pas bien et angoissé. Alors oui, j'ai complètement, ce reproche m'a complètement déstabilisée parce que généralement mes amis, j'en ai très très peu et c'est des gens avec qui quand je donne ma confiance, c'est vraiment que ce sont des gens sur lesquels je sais que je peux m'appuyer et que ce sont des gens posés, raisonnés. Et là, le fait qu'une personne que je respecte énormément me juge, ça m'a extrêmement perturbée. Vous lui direz, c'est-à-dire qu'en temps et en heure, vous pourrez lui dire, écoute, je suis blessée par ta réaction, parce que que vous lui direz que vous devez faire face à beaucoup de choses très difficiles en ce moment, que c'est pas simple de se séparer au bout de 26 ans de mariage, et que c'est courageux de votre part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voient tous les points négatifs de la relation, mais qui pour autant restent parce qu'ils ont très peur de la solitude, parce qu'ils se demandent comment matériellement ils pourraient s'en sortir s'ils se séparaient. Donc, je veux dire, vous êtes quelqu'un de forte et de courageuse. Donc, après, pourquoi lui se permet comme ça un jugement hâtif sur votre situation? Je sais pas, parce que peut-être que ça l'angoissait, parce qu'il n'est pas à même de vous écouter, parce que ça le déprime. Dans ces cas-là, il peut le dire. Il peut le dire en disant, écoute, ça m'angoisse, je suis désolée, mais je peux pas t'aider comme tu souhaiterais être aidée. Mais parfois, les gens n'ont pas n'ont pas toujours les mots, n'ont pas la capacité à s'analyser. Ils préfèrent dire, écoute, arrête de te plaindre. Voilà, on me dit pratiquement pas va consulter, mais c'est presque ça, quoi. Alors, oui, mais ça, alors, en revanche, peut-être que ça peut être aussi une bonne chose. Voilà, je suis sous anxiolytique parce que comme je suis en période de révision, je ne peux pas me permettre de prendre des antidépresseurs parce que au niveau de la mémoire, c'est quelque chose d'assez lourd. Ça, c'est ce que vous pensez, mais les antidépresseurs, au contraire, ça permet de retrouver de l'allant, de la vitalité, et la mémoire fonctionne mieux parce que quand on est dépressif, on a justement des problèmes de mémoire. Donc, je ne sais pas qui vous a dit que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre d'antidépresseurs, c'est parce que mais c'est pas vrai. J'ai déjà eu, pendant quelque temps, quand j'ai perdu mon travail, des antidépresseurs. Et c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas fonctionner clairement. Peut-être parce qu'ils ne vous convenaient pas, il y en a qui ont un côté un peu sédatif et c'était pas ce qui vous convenait. Mais enfin, vous prenez des anxiolytiques, c'est beaucoup plus sédatif que les antidépresseurs. Les antidépresseurs, au contraire, c'est fait pour stimuler l'humeur. Donc justement, les troubles de mémoire que l'on a quand on est en dépression, avec l'effet des antidépresseurs, ça s'améliore. Donc vous pourrez voir, sachant qu'il faut bien 15 jours pour que ça commence à avoir un effet, les antidépresseurs. Cela dit, vous pouvez aussi faire le point avec votre médecin traitant, parce que justement, évidemment, surtout en faisant des études de droit, il faut que ça fonctionne bien de ce côté-là et que vous puissiez vous concentrer. Donc, il peut y avoir une association d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, mais à des doses qui vous conviennent pour que au contraire, ça vous stimule et pas que ça vous mette dans le bouillon, c'est évident. Oui, voilà. Moi, je m'accroche. Depuis octobre, je travaille comme une acharnée pendant des heures le droit. Et depuis 15 jours, 3 semaines, je suis incapable. J'ai été incapable d'ouvrir un livre pour réviser, quoi. Alors, j'ai réussi depuis 2-3 jours à quand même booster parce que je me dis, allez, la vie, elle va être belle demain. C'est bien que vous y arriviez. Plein de choses à vivre. Il y a une émission d'Elena Morna sur les experts avec Elena Morna où ils ont traité ça. Alors, je sais plus quel jour cette semaine sur les conseils pour bien réviser son bac. Donc c'était par rapport au bac, mais je sais pas si c'était pas mercredi ou jeudi, je sais plus. Dans la semaine. Et alors c'était pour le bac, mais ils donnaient plein de conseils très judicieux qui peuvent s'appliquer à tous les examens. Donc peut-être que vous pourriez la réécouter. Ça vous permettrait un peu de voir. Éventuellement, si ça peut un peu. Voilà. J'essaie de. Oui, parce qu'il y a pas mal de conseils. J'ai faire des amis et finalement, j'ai cru avoir une oreille attentive et comme vous dites, peut-être la situation de la personne ne lui permet pas d'être objective. Ne focalisez pas là-dessus. Mais c'est vrai que vous focalisez trop là-dessus. Énormément. Écoutez, cette personne n'était peut-être pas bien à ce moment-là, pas disponible. Ne gâchez pas votre énergie là-dedans. D'accord. Voyez, c'est un ami que vous connaissez de longue date, ça ? Oui. Bon.
Bon. Oui, c'est ça le souci, c'est quelqu'un. Bon, vous lui direz, vous pourrez lui dire, plutôt que de ruminer ça, de dire, écoute, j'ai été blessée par tes réflexions parce que je fais ce que je peux et ma situation est pas simple. Voilà. Cette amie, j'ai plusieurs amis. Je lui en avais pas spécialement parlé. Et bon, comme on a des amis souvent en commun. Ils se sont parlé entre eux et cette personne a eu l'impression que j'utilisais une tierce personne pour me faire plaindre, etc., pour apitoyer mon monde, alors que je sais du tout. Je veux dire, c'est pas mon style de me plaindre et de. Non, mais combien même vous auriez le droit, Laurence, vous avez le droit de dire qu'actuellement c'est difficile et que vous traversez des choses difficiles. Oui, mais bon, voilà. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas l'entendre, tant pis. Voilà, tant pis. Vous, c'est important. Vous pouvez dire quand même, et les gens qui peuvent vous comprendre et qui vous connaissent depuis un moment, pour dire au contraire, je vous le redis, parce que vous avez du mal à l'entendre, que vous êtes très courageuse de faire face à tout ça. Voilà, et qu'il y ait des moments, c'est normal que vous vous sentiez un peu découragée. Malgré que j'ai un lourd handicap, je me dis, j'essaie d'être positive. C'est vrai que les gens me connaissent extrêmement positif, les gens qui me connaissent quotidiennement, on va dire. Mais parfois, bon, j'ai des coups de boost et je me dis, mais je suis humaine, je suis pas quelqu'un, c'est pas parce que je suis souvent positive que je n'ai pas le droit, moi, par moment, de dire, écoutez, je suis pas bien. Mais bien sûr. Et j'ai l'impression que lorsque je dis je suis pas bien, on me le reproche parce que... et c'est pas parce qu'une personne vous l'a reproché que tout le monde vous le reproche. C'est pour ça que je suis... Donc, voilà. Maintenant, peut-être qu'il faut éviter de vous disperser trop. Et de communiquer partout à base de, recentrez-vous sur vous. Vous avez déjà, je trouve, beaucoup d'énergie pour faire face à tout ça, mais ne la gaspillez pas non plus. Voyez, parce que quand on prend le risque comme ça de beaucoup parler, il y a des personnes qui malheureusement se permettent de porter un jugement hâtif. Bon, écoutez, rapprochez-vous de celles qui sont compréhensives, qui vous entourent et qui vous soutiennent. Et puis, faites le point aussi avec votre médecin, parce que par rapport à cette période d'examen, il n'y aurait pas de souci au niveau de prendre des antidépresseurs. Ah non, parce que c'est quelque chose qui m'effraie. Non, ça vous effraie, d'accord, mais les antidépresseurs, au contraire, c'est fait pour stimuler. Je sens vraiment que je suis vraiment. Oui, mais justement, les antidépresseurs, il ne faut pas les prendre quelques jours avant. C'est-à-dire que déjà, ça met 15 jours à agir. Et c'est vrai que dans les premiers temps, quand on n'a pas l'habitude, il peut y avoir quelques effets secondaires où on se sent un peu plus, où on a plus envie de dormir, par exemple. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut un petit temps d'accoutumance. Donc il faut voir avec votre médecin, parce que si vos examens sont en mai, là, c'est ça, mi-mai. Oui, donc vous voyez, ça veut dire que à la limite, si vous deviez en prendre, ça serait maintenant, parce que pour que ça soit opérationnel en mai, hein. Oui, j'avais envisagé de reconsulter là, éventuellement. Mais tout dépend. C'est parce que, est-ce que vous vous sentez très ralenti, très déprimé, très triste, très abattu? Vous voyez, on prend pas des antidépresseurs comme ça non plus. Je me sens, voilà. On prend des antidépresseurs si on est dans un état de dépression. On n'en prend pas. Sinon, vous pouvez faire avec des anxiolytiques. Et ça, c'est votre médecin qui pourra évaluer avec vous, hein. Mais là, le souci, c'est que je me force. C'est vraiment pour moi j'ai l'impression c'est une torture de. Vous êtes ralenti? De réviser et je le fais. J'ai l'impression que je suis obligée d'y mettre les bouchées doubles. Vous vous sentez ralenti en ce moment? Je me sens. J'ai perdu énormément d'entrain. Je n'arrive pas à vous motiver. Le matin, quand je me prépare, moi qui suis très très féminine et très coquette, je n'arrive même pas à me regarder dans la glace. C'est devenu quelque chose d'insupportable, quoi. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous occuper de vous? Oui, je me sens. J'ai l'impression de. Tout est compliqué, tout est lourd, quoi. Oui, j'arrive même pas. Tout à l'heure, j'étais au soleil en train de réviser et je me suis dit, moi qui adore la nature, vous n'appréciez pas. Je n'arrivais même plus à regarder devant. Les choses que j'aime, oui, ça ne vous fait pas plaisir. Mais ça, c'est quand même, il y a déjà 2 signes qui témoignent quand même d'un état dépressif. C'est le fait que tout vous semble un peu insurmontable, vous êtes ralenti par rapport à votre rythme habituel. Tout vous coûte. Le matin, c'est difficile. En fin de journée, vous vous sentez mieux?
C'est-à-dire, je suis chez une amie qui me booste et qui Oui, me mais si vous pousse n'êtes... Oui, bon. dès qu'elle voit que ça va pas, mais c'est vrai que dès que je me retrouve tout seul, ça avait déjà commencé comme ça, où plusieurs nuits d'affilée, je rêvais je pleurais. Les rêves, c'était que des pleurs. D'accord. Et après, ça continuait le matin où je me levais, je pleurais. Et là, c'est le soir souvent quand je me retrouve seule ou par moment quand je m'isole un peu pour réviser. Je pense qu'un traitement vous ferait du bien quand même, hein, compte tenu de ce que vous décrivez. Hein. Oui, mais moi aussi, j'avais pensé aussi éventuellement essayer d'aller en parler à un spécialiste, mais j'avais peur que je craignais que ça me perturbe. Ah, pas du tout. Au contraire, vous allez retrouver, si vous voulez, du goût, de l'allant, mais j'aimerais bien parce que c'est pas. Oui, mais c'est pour ça. Il faut bien vous. Ben oui, mais parce que bon, actuellement, vous êtes traversé certainement un petit état dépressif, donc il faut en parler. Ce qui veut dire que c'est vrai que vous n'êtes pas dans les conditions optimales pour vos examens. Mais donc, si vous prenez un traitement là, on est fin avril, il faut, oui, c'est ça, bien 15 jours, 3 semaines pour que ça agisse, vous vous sentirez mieux déjà, pour vos examens en tout cas. Vous serez plus à même. Mais bon, après vous ferez ce que vous pourrez, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Si jamais vous n'êtes pas au top pour passer les examens, c'est comme ça. Vous avez à gérer beaucoup de choses. Oui, je suis hyper, j'ai beaucoup bossé. Ne vous mettez pas non plus trop la pression, hein. Vous faites ce que vous pouvez en ce moment. Et la priorité, je vous dis, plutôt que de vous éparpiller un peu à parler comme ça beaucoup, des gens qui ont pas forcément l'oreille attentive. Allez en parler à votre médecin traitant, faites le point avec lui, et puis trouvez-vous un psychothérapeute pour pouvoir un peu parler aussi, parce que ça serait bien complémentaire. Oui, j'ai l'impression que de toute façon, ça sera un soutien. Malgré tout, il faut vraiment que j'évacue des choses que je porte et qui dès qu'on me fait le moindre, pas le moindre reproche, mais une remarque du style, comme je vous ai expliqué là. Oui, ça vous atteint, ça vous affecte au-delà de... J'ai l'impression de vraiment ne rien valoir, quoi. Mais oui, mais parce que vous vous dépréciez, mais là c'est lié un peu à votre état dépressif, et bon, c'est vrai que vous avez quand même à gérer beaucoup de choses, donc c'est dommage de rester avec une souffrance comme ça morale. Vous pouvez vous faire aider pour aller mieux. J'avais pas envie de passer les euros demain, ce sont des galops d'essai, donc il faut le faire parce que voilà. Et je me suis dit, allez, il faut y aller. Ça bossait toute l'année. Mais après, vous pourrez pas toujours faire appel à votre énergie. Et voyez, faites-vous accepter de vous faire un petit peu aider. Il y a un petit mail qui arrive là pour vous en disant vous avez posé des actes forts et significatifs. Le plus dur est fait et ça n'a pas été une mince affaire. Regardez le chemin accompli. Prenez le temps de consolider votre projet, votre prise d'études. Cela finira par porter ses fruits. Très bon courage à vous et accrochez-vous. Et puis un message aussi de soutien de Gully Girl, voilà, avec qui vous correspondez aussi sur Facebook. Voilà. Bon courage à vous. Allez en parler à votre médecin et prenez un traitement qui va vous aider aussi vraiment à vous sentir mieux, à retrouver un peu d'énergie et à pouvoir mieux vous concentrer. Je sentais que ce soir j'avais besoin un peu d'en parler pour me libérer et être demain un peu plus, sereine au niveau des examens qui sont blancs. Demain vous faites ce que vous pouvez. Si c'est bien, tant mieux, ça va vous donner confiance en vous. Si ça correspond pas à ce que vous souhaitez, vous dites que c'est une période où vous êtes un peu fatigué et que ce sont des examens blancs, comme vous dites, c'est un galop d'essai. C'est pas l'épreuve finale. D'accord ? D'accord. Très bon courage à vous, Laurence. Je vous remercie. Au revoir, je vous embrasse. Au revoir. Et des SMS qui arrivent au 7 39 21 pour Laurence. Margaret qui dit, même si en ce moment c'est une période un peu difficile avec votre côté très positif et optimiste, je me fais pas de soucis pour vous, vous allez vous en sortir, d'autant plus que vous avez pris la bonne décision. Bon courage à vous. Et puis il y a Guy aussi qui dit, il y a un superbe film avec Michel Larocque qui est fleuriste et divorcé, qui reprend ses études de droit. Alors, très bonne décision de votre part. Mais on lui souhaite le meilleur. C'est vrai que c'est très courageux d'avoir fait ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, en fin mai, je recevrai Christophe Fauré pour parler de justement la séparation. Comment se reconstruire après une séparation. Donc voilà, on en parlera le dimanche 26 mai. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous traversez une période un peu difficile également ? Oui, j'ai un peu de mal à expliquer ce qui se passe.
Donc oui, en fait, c'est une longue période. Mais Attendez, là, vous pouvez bien parler dans votre téléphone parce que on vous entend assez vous loin m'entendez pas? et il y a un peu d'écho, Bon. c'est bizarre. Oui, on vous entend pas bien du tout là. Ah oui, alors comment je vais faire? Et là, vous m'entendez? Un peu mieux, un peu mieux. C'est pas tout à fait le top, mais on va Je faire vais avec. changer de La place, liaison est pas peut-être. très bonne. Hein. Ouais. Alors, je vais juste Bah, changer de rapprochez-vous place, du peut-être. combiné, parlez bien dans le combiné. Et Voilà. là, ça marche? Oui, ça va, ça va. On va faire avec. Ça va. Ok. Donc, moi, je ne sais pas trop par où commencer. En fait, c'est une période difficile, mais qui dure depuis trop longtemps. Et donc, j'ai l'impression de n'avoir pas réussi. En fait, je n'ai réussi nulle part. Et j'ai un mélange de sentiments de culpabilité, d'infériorité. Et alors, j'essaye de comprendre. Et j'ai fait une thérapie que j'ai arrêtée après quelques mois. Pourquoi? En fait, je l'ai toujours, une obsession par rapport aux études. Mhm. Et suite à un échec, j'ai arrêté du jour au lendemain ma thérapie comme si elle était liée juste à cette histoire d'études, en fait. Suite à un échec dans vos études. Oui. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous aviez repris des études de quoi? Là, j'ai pas repris. En fait, j'avais repris à mon arrivée en France. C'est du droit, comme la Comme précédente. Laurence, d'accord. Oui, voilà. Oui. Donc, j'ai fait 5 ans de droit dans mon pays d'origine. Qui est? Et j'ai C'est pas quoi, pu- c'est quoi votre pays d'origine? C'est l'Algérie. L'Algérie, d'accord. Mhm. Et vous n'avez pas Donc, pu le valider en France? non, en fait, il n'y a pas de principe d'équivalence en France. Eh oui, On atteste simplement les années qu'on a faites dans le système oui, c'est dommage, oui. d'enseignement du pays d'origine. Oui. Mais après, c'est aux universités ou aux recruteurs d'accepter ou pas le niveau. Mais en arrivant en France, j'ai pas eu besoin de remise à niveau. J'ai été directement acceptée en master. Et là, vous travaillez ou qu'est-ce que vous faites? Vous avez je repris? travaille. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Non, en fait, je suis venue en France en 2004 et j'ai été obligée de travailler dans l'aide à la personne. Oui. Pour trouver un logement, pour avoir un revenu. Et comme je voulais toujours faire des études à l'étranger, j'ai pas attendu, en fait, je me suis inscrite, j'étais toute contente. Et finalement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai laissé tomber une première fois, j'ai repris 3 ans après. J'ai réussi la première année du master avec beaucoup de difficultés. Et l'année dernière, j'ai fait un Master 2 que j'ai raté. Et j'ai raté un semestre. Et je me suis rendu compte Ça peut arriver, ça. Oui, mais là, ça fait beaucoup d'échecs pour moi. Donc, mais de quel échec parlez-vous? Parce que vous parlez sur d'autres plans. Oui, sur d'autres plans. Et pour les études, j'avais repris les études en 2007. Et j'ai abandonné. Et j'ai repris après en 2011. Bon. Donc, ça fait un peu beaucoup, quoi. Bon. Donc, et là, vous en êtes où, alors? Et je ne le supporte pas. Là, j'ai pas reçu mon fichier master. Donc, du coup, j'ai toujours l'idée en tête de reprendre un jour. Mais comme ça serait bien de reprendre parce que... Oui, mais Myriam, pour qu'à un moment, vous savez, c'est pas parce qu'on rencontre des échecs que notre vie est un échec. Enfin, je veux dire, ceux qui ont réussi quelque part, ils parlent pas de leurs échecs avant. Or, c'est arrivé qu'avant de réussir, avant des succès, ils aient eu des échecs. Donc, à un moment, vous faites un bilan négatif de votre vie en disant, rien ne marche, mais parfois, il faut aussi persévérer dans une voie pour que ça marche. Donc, on peut rencontrer, y compris dans ces études, des échecs, et je comprends que ça soit décourageant pour vous, d'autant qu'en Algérie, vous aviez fait 5 ans d'études qui avaient été validées, et que là, c'est très fastidieux pour vous, évidemment, de recommencer ici en France. Mais ça peut valoir la peine parce que ça serait un endroit au moins où vous vous sentiriez valorisé, ce qui n'est pas le cas dans votre vie personnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle? Alors en fait, il y a des choses qui se sont passées, mais dont je me suis rendu compte récemment parce que je subissais pendant des années.
En fait, ça a commencé dès l'enfance. Je suis issue d'un couple mixte et ça a été très difficile par rapport à l'intégration entre les deux cultures, les deux religions, etc. Ça a été très difficile. Donc mes parents ont essayé de nous protéger, mais il se trouve que quand j'ai eu 9 ans, ma maman a fait une grosse dépression. Et là, il y a eu une rupture brutale. Enfin, il est resté à la maison avec nous, mais comme j'étais surprotégée, du jour au lendemain, j'ai trouvé ma mère en train de parler toute seule, de faire des choses bizarres, et on m'a pas expliqué ce que c'était une dépression, ça comme on explique à un enfant. Donc, on a été obligés de faire avec, et mon père travaillait très loin, à 700 km du lieu où on habitait, donc il venait nous voir 15 jours et il repartait travailler 40 jours, c'était le système de leur société. Et ça a continué parce que 2 ans après, un de mes frères est décédé en faisant un service militaire. Et à partir de là, ma mère est rentrée dans un état psychiatrique. Donc ça a été pire. Et là, comme je suis la seule fille dans la famille, j'ai fait un peu comme un enfant, mais bon, je me suis occupée un petit peu de la maison, quoi. Elle va faire à manger, faire le ménage, faire ce qu'il faut faire dans une maison, et en même temps aller à l'école. Et vous avez pu quand même faire des études malgré tout à l'école, oui, je réussissais bien. J'adorais, en fait. Donc, la récompense, pour moi, c'était l'école. Oui. L'échappatoire. Donc, ce serait d'autant mieux pour vous de reprendre des études quand même. Et je lisais beaucoup, je lisais tout le temps. Et quand vous êtes venue en France, c'était pour faire des études ? En fait, je voulais venir en France bien avant, mais quand j'ai eu mon bac, ma mère m'a supplié de rester avec elle. Elle n'avait pas besoin de me supplier, mais enfin. Du coup, j'ai pris toutes les spécialités qu'il y avait dans ma ville où on habitait, et je suis tombée par hasard sur le droit. Donc, j'ai fait 2 années. Quand je faisais ma 2e année, ma mère a été hospitalisée parce qu'elle a chopé un cancer. Un cancer du col de l'utérus. Et là aussi, personne ne nous a expliqué quoi que ce soit. Le médecin m'a parlé au téléphone en croyant que j'étais une grande fille. Et on a eu le résultat des analyses à la maison. C'est ma mère qui les a lues et qu'elle m'a dit, j'avais 19 ans, elle m'a dit, écoute, ma puce, j'ai un cancer. Bon, moi, sur le coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc, je me suis occupée de ma maman et elle est restée hospitalisée pendant plusieurs mois, la chimio, etc. Et au moment où il fallait qu'elle fasse une opération pour lui enlever l'utérus, enfin tout le... Elle a refusé l'opération parce qu'elle a replongé dans une grosse dépression. Et à peine une année après, elle était décédée. Mais oui, malheureusement. Oui. Donc, je faisais ma 3e année de droit. Donc ça, c'était, vous aviez 19 ans, et vous avez quel âge aujourd'hui, Myriam ? Aujourd'hui, j'ai 38 ans. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes mariée Oui, alors ça, c'est une autre histoire. Donc, je n'ai pas pu venir en France tout de suite. Je suis restée avec mon père et mes frères, et je me suis mariée. Donc, vous êtes mariée en France ou en Algérie, donc, puisque d'accord. Oui, en Algérie, c'est une personne que j'ai connue, mais bon, c'était pas une grande histoire d'amour. En fait, j'ai essayé de chercher ce qu'il n'y avait pas dans ma famille. C'est-à-dire simplicité, des gens simples. Je cherchais quelqu'un de responsable, d'instruit, parce que c'était important pour moi. Bon, il a pas mal de qualités, mon mari. Mais manque de peau, je me suis rendu compte qu'il était impuissant. Et vous en êtes rendu compte quand après vous êtes mariée ? Oui, parce qu'en fait, comme ma mère était chrétienne et mon père musulman, mais non pratiquant, donc lui, ça lui posait pas de problème. Je savais pas trop comment me conduire. Je pouvais pas poser des questions aux d'autres gens parce que j'étais assez méfiante. Oui. Donc, j'ai fait en sorte de me préserver, en fait, par prudence. Mais c'est-à-dire que vous n'avez jamais pu faire l'amour avec votre mari ? C'est-à-dire avant le mariage. Oui, mais même après, si vous me dites qu'il est impuissant.
Ah oui, mais là, c'est une fois mariée, je me suis rendu compte qu'il était impuissant, oui. Mais il est allé consulter, lui, il a vu un médecin pour ça? Parce que c'est rare les problèmes d'impuissance vraiment chroniques. Oui, mais les problèmes d'impuissance, il a quel âge cet homme? Il a 44 ans. Bon, mais c'est quand même très rare les problèmes d'impuissance liés à un problème organique. Il était d'autant plus jeune quand vous l'avez rencontré. Donc, est-ce qu'il a vu un médecin par rapport à ce problème-là? D'accord. Il a vu un médecin pour ça? Oui. Au début, ça l'a choqué, je ne sais pas trop quoi. Et pour moi, c'était pas possible qu'il ne le sache pas, parce que quand même, on sait ce qui se passe dans notre corps. À 35 ans, oui. Oui, normalement, quoi. Alors, je ne sais pas s'il a vécu quelque chose pendant son enfance ou il a subi une violence ou je ne sais pas trop quoi. Mais vous êtes resté marié combien de temps? Vous êtes depuis combien de temps? Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire 13 ans. Mais depuis 13 ans, votre mari ne vous touche pas? C'est pas qu'il ne me touche pas, mais il souffre d'une impuissance totale. Il n'y a pas d'acte complet. Mais c'est incroyable que vous ayez supporté ça pendant 13 ans. Je sais bien, j'arrive pas à le comprendre. C'est peut-être d'une certaine façon ça vous arrangeait aussi, oui. Peut-être que ça vous arrangeait d'avoir un mari qui ne... Mais bon, m'arranger, je sais pas, mais bon, c'est quand même une souffrance parce qu'il y a la féminité, il y a l'âge qui passe, il y a la frustration de ne pas être épanouie sexuellement, il y a l'histoire des enfants. Mais je sais pas, le temps passe et j'ai été indécise. Vous savez, Myriam, au vu de tout ce que vous déposez, entre votre enfance, la dépression de votre mère, le décès de votre mère, celui de votre frère, maintenant la relation d'insatisfaction dans votre couple, franchement, vous devriez reprendre une thérapie. Vous avez de quoi, il y a matière à travailler. Voyez, et même plutôt que d'être comme ça en arrêt et de dresser ce constat très négatif, bon, vous parlez de votre vie, il y a des choses qui demandent à être évoquées, travaillées, élaborées pour surmonter ces différentes épreuves et puis pour avancer surtout parce que vous avez 38 ans. Bon, vous avez il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger si après tout soit vous trouvez dans ce couple des satisfactions et le désir de rester malgré tout avec lui, mais bon, à ce moment-là, vous avez une vie peut-être en dehors, soit vous vous dites cet homme il y a trop de frustration et vous pensez à vous séparer. Mais vous voyez, plutôt que de rester dans une relation bloquée. J'ai pensé à me séparer plusieurs fois et à chaque fois que je prends la décision et que je veux l'effectuer, il y a quelque chose qui m'arrête. Bon, c'est pour ça qu'il y a quelque chose aussi qui, dans cette situation, à un moment, il y a trop de choses qui restent en suspens, bloquées. Et il est vraiment important que vous repreniez un travail sur vous parce que là, vous vous découragez surtout et vous n'allez au bout de rien parce que même ces études finalement. Le souci, en fait, ça part dans tous les sens. Ben voilà. Il n'y a rien qui se fait. Voilà, mais parce que vous traînez trop de choses. Une vie vide, quoi. Non, elle n'est pas vide, votre vie. Elle est loin d'être vide, d'après ce que vous nous racontez. Oui, elle est constituée. D'accord. Non. Il y a même dans cette vie, vous avez mis en avant les épreuves. Mais il y a eu forcément des choses aussi positives qui ont fait que malgré ces épreuves, malgré la maladie et la dépression et le cancer de votre mère, vous avez pu quand même trouver la force à ce moment-là de faire des études. Et je pense que vous avez dit d'ailleurs, les études étaient un moteur pour vous. Là, vous vous épanouissiez, vous vous réalisiez. Bon, donc il y a eu en master cette premier trimestre, ça peut arriver. C'est pas pour autant qu'il faut vous arrêter. Voyez, je reçois un message. Il y a eu quand même 2 gros échecs. Il y a eu un abandon et il y a eu un échec. Bon. Et j'échoue, si vous voulez, au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il manquait pas grand-chose, en fait. Justement, donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir reprendre. Oh là là. C'est ce que dit Ourida, parce que vous pourriez en plus, Ourida dit, selon elle, obtenir une validation d'études supérieures pour obtenir peut-être la dispense de certaines matières et faire votre master plus rapidement. Donc ça vaut le coup de vous renseigner, de voir, surtout que vous en êtes quand même au niveau du master, Myriam. C'est-à-dire il me manque un semestre. Vous vous rendez compte? C'est rien. Il me manque 4 modules. Mais vous vous rendez compte? Alors regardez comme ça se rétrécit, 4 modules. Mais c'est-à-dire, en fait, moi aussi, je sais pas si c'est une dépression parce qu'on n'a jamais mis le mot là-dessus, mais j'ai pris des médicaments, des antidépresseurs pendant 10 ans.
Oui, donc, bon, il y a un problème. Donc, il y a eu un problème de mémoire, d'oubli, etc. Et je me suis rendu compte de cette histoire d'oubli, de concentration récemment. Donc là, c'est une prise de conscience. J'ai repris des rendez-vous chez des spécialistes. Voilà, vous avez bien fait. Complètement les antidépresseurs. Quand on a diminué, on a remplacé par le Serpolex, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et depuis... vous avez bien fait de reprendre des rendez-vous avec des spécialistes, de faire le point et de façon à retrouver de la motivation pour reprendre vos études. Ça va être valorisant pour vous et ça va vous permettre de prendre de l'autonomie aussi. Si vous voulez, d'accord ? J'ai repris quelque chose de moins compliqué. J'ai pris des cours du soir au CNAM. J'ai fait une licence en ressources humaines. Et là, je réussis mieux. Ah ben c'est formidable. Je sais pas pourquoi, mais je réussis mieux. Peut-être parce que ça vous plaît davantage. Moi, je veux m'inscrire au barreau, en fait, le projet. Alors, reprenez. C'est un très beau projet que vous avez, Myriam. Non, c'est pas une mince affaire, mais je le répète, vous n'avez que 38 ans et vous avez quand même derrière vous un sacré bagage et certainement beaucoup de ressources. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup vraiment de reprendre et je pense que là, vous pourrez plus dire comme ça, faire un bilan aussi négatif de votre vie parce que votre vie, elle est loin d'être finie à 38 ans. Bon courage, Myriam. Au revoir. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit et le journal est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Estelle. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai perdu ma sœur il y a 1 mois et demi. Elle était malade ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oui, elle est décédée d'un cancer. Et en fait, c'était quand même assez brutal dans la mesure où on n'était absolument pas prévenu de la gravité. Parce qu'elle nous a toujours caché la gravité de la maladie. Et qu'elle était toujours très en forme, en fait, entre guillemets, quoi, parce qu'on a... On n'a pas vraiment vécu avec la maladie dans le sens où elle l'ignorait elle-même, elle était très combative, etc. Donc, elle pensait, vous pensez elle connaissait la gravité du mal ou elle la connaissait. Ou elle voulait être résolument, mais elle voulait, elle était très combative. Elle était combative. Je sais pas si elle savait réellement qu'elle allait en mourir. Mais en tout cas, elle était très positive, quoi. Oui, elle ne vous faisait pas part de ses angoisses. Absolument pas. On oubliait qu'elle était malade. Elle avait quel âge ? 54 ans. Oui, elle était jeune. Et en fait, tout s'est emballé en 10 jours. Donc on a eu en gros 10 jours pour s'y préparer. Voilà. Donc ça a été très difficile. Elle était toujours en soins, elle suivait toujours des traitements. Elle était en soins, chaque fois qu'on lui demandait comment ça va, oui super, tout va bien. Et puis on lui racontait nos petits bobos, nos petits bobos à dessous, qu'on n'avait pas dormi de nuit parce qu'on avait une gastro, parce qu'on avait un enfant malade, et elle était toujours très à l'écoute. Et vraiment, on oubliait qu'elle était malade, mais parce que elle nous faisait oublier qu'elle était malade. C'est ça, oui. Donc voilà, donc ça a été quand même la grosse surprise, si je puis dire. Voilà, donc ça, et puis on était quand même très 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 proches. On a un grand écart d'âge. Et vous avez 37 ans, vous, je vois. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'elle était vraiment à se comporter en petite maman avec moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle avait un comportement très protecteur avec vous. C'était vraiment côté grande sœur. Ma confidente. Voilà, on était extrêmement proches. Oui, elle a préservé jusqu'au bout de ce type de relation avec vous. Oui. Et elle était mariée. Elle était mariée. Oui. Et son mari lui était au courant quand même de ce qu'elle traversait, parce que peut-être que elle vous protégeait, mais peut-être qu'elle a pu. Ah bon. J'allais dire, j'espère pour elle qu'elle a pu parler à certains quand même. Elle avait d'autres exutoires, mais pas son mari, pas ses proches. Qui c'était quoi? Sa meilleure amie qui est médecin. D'accord. Sa belle-sœur qui est aussi de la partie. Oui, donc heureusement, elle avait quand même des personnes à qui
Elle pouvait se confier, parler de... Elle a même déchargé sa maladie sur eux. Heureusement, oui. C'était important. C'est-à-dire qu'elle disait à son médecin, moi ça me regarde pas tout ça, vous me donnez les traitements, je fais ce que vous me dites, tout le reste, vous voyez avec eux. Elle leur faisait une confiance totale. Voilà. Donc, c'était peut-être sa façon à elle aussi de faire face à la maladie, avec vous. Elle voulait pas laisser la maladie gagner du terrain. Voilà, mais elle s'est préservée aussi. Et ce qui fait qu'elle a vécu bien plus longtemps que ce qui était prédit initialement par les médecins. Donc, qui ont même parlé de miracles. Elle était malade depuis combien de temps? 7 ans et demi. D'accord, oui. 7 ans et demi, on ne lui donnait pas 2 ans à vivre, mais ça, on l'a su qu'après. Oui. Donc ça, c'est pour le dossier ma sœur. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile, à quel point l'absence est terrible à vivre. Et suite à ça, mon mari a un peu pété les plombs. Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais en fait, il a perdu sa mère il y a 1 an. Oui. Il était fils unique, il n'avait plus de papa depuis bien longtemps, plus de 20 ans. Donc, il n'avait plus que sa mère. Oui. Elle est décédée à un âge assez honorable, 92 ans, elle a eu une belle vie, etc. Mais il a été vraiment très, très, très marqué par le décès de sa mère. Je l'ai beaucoup soutenu. Il a été quasi vraiment dépressif. Il n'a pas pu aller travailler pendant très longtemps, etc. Et j'ai été vraiment très présente. Donc 3 semaines après le décès de ma sœur, il y a eu... moi, j'ai été assez... je ne montrais pas à la maison parce que je trouvais que les enfants avaient assez subi avec la déprime de leur papa l'année précédente. Donc, j'ai vraiment pas montré. J'attendais de déposer les enfants à l'école pour éclater en sanglots. À la maison, je suis joviale, je suis à table, je rigole avec les enfants. Vraiment comme si de rien n'était. Je veux pas faire peser les choses. Non, mais vous pouvez quand même leur dire que vous êtes triste, que votre sœur, c'est leur tante, ne soit plus là. Hein. Ils ont quel âge, vos enfants ? Vous voyez, vous ne pouvez pas non plus donner le change comme ça, il n'y a pas lieu. Vous avez le droit aussi d'exprimer de la tristesse. D'ailleurs, je ne sais pas quel âge ils ont, vos enfants. Ils ont 17, 12 et 6. Bon, donc d'autant plus, ceux qui ont 17 et 12 ans, même à 6 ans d'ailleurs, ils peuvent comprendre que vous avez du chagrin d'avoir perdu votre sœur. Je comprends que vous vouliez aussi les protéger, et pas du fait de ce qu'a traversé déjà votre mari, qu'ils ont vu leur père triste, vous voulez pas maintenant que ce soit votre tour et d'être accablé, mais pour autant... c'est même cohérent. Si vous voulez, ils savaient que vous étiez très proches, donc eux aussi étaient proches de cette tante. Donc, c'est important de pouvoir que la tristesse puisse se dire et se vivre, quand même. Je vous dis ça, mais bon. C'est pas parce qu'on a des enfants. C'est tout à votre honneur et c'est de votre part de vouloir faire en sorte que la vie continue, pour eux et qu'ils soient dans un environnement quand même le plus serein possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure la tristesse quand on perd un être cher. Parce que c'est même pas cohérent, vous voyez, pour des enfants. On perd quelqu'un et puis on fait comme si la vie, comme si de rien n'était, ça n'a pas de sens, quoi. C'est vrai. C'est vrai, je me suis dit la même chose. Mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à... Bon, alors peut-être que vous avez du mal et que vous aussi, ça vous protège quand vous êtes dans cette bulle-là, ça vous permet aussi de canaliser un peu votre tristesse en vous occupant d'eux. Et bon, ça c'est différent. Bon, donc quoi qu'il en soit, 3 semaines après le décès de ma sœur, en fait, ce qui se passait, c'est qu'après le décès de ma sœur, malgré le fait que je montrais pas trop à la maison, j'étais quand même devenue assez allergique aux tensions. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je sois dans un environnement serein. Oui. C'est-à-dire qu'un cri d'enfant m'était insupportable. Donc, vous étiez irritable. Voilà, ils l'ont bien vu. Dès qu'il y avait le moindre petit cri, je m'énervais. Je leur interdisais de crier, de se battre.
Et donc, un soir, nous étions à table. Donc, c'était le week-end, c'est le moment de retrouvailles. C'est le seul moment où on peut se retrouver en famille, sans qu'il y ait les devoirs, etc. Oui. Et j'attendais vraiment ce moment avec impatience, où vraiment on se retrouve, on prend le temps. Et puis là, je sais plus, il y a eu une embrouille entre les enfants, des petits règlements de compte. Ouais. Alors, mon mari a une relation assez difficile avec le grand. Et donc, mon grand, il a dit quelque chose de pas très sympathique. Et je sentais que ça allait monter crescendo et que j'étais vraiment pas en état. Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, soyez gentils, ne me fichez pas en l'air mon repas. C'est vendredi soir, on réglera les choses plus tard. À partir de ce moment-là, il est rentré dans un mutisme. Mais dans un mutisme? Dans un mutisme? Qui? Votre mari ou votre fils? Mon mari. Oui. Mais pourquoi? Est-ce que votre fils avait dit quelque chose? Elle avait agressé votre mari? Oui, et que j'ai interdit de... Ah oui, mais enfin bon, cela dit... C'est pas interdit, mais je voyais que ça allait commencer à hurler. Non, mais enfin, cela dit, s'il agresse son père, s'il insulte son père, c'est normal que le père réagisse. Non, il n'a pas agressé son père. Non, il a agressé son petit frère et il a dit un gros mot. Donc, oui, c'est important de le remettre à sa place s'il n'a pas insulté comme ça. Bon. Oui, alors à partir de ce moment-là, d'accord, qu'on remette à sa place gentiment, je veux bien, mais bon, ça allait vraiment... je voyais le repas tourner au vinaigre. Donc j'ai dit, s'il vous plaît, soyez gentils, on réglera ça plus tard, j'ai pas envie... enfin bref. Donc là, vous vouliez du calme. Je voulais du calme, il s'est tu, mais c'était même pas passe-moi le sel. Ça a été vraiment insupportable pour moi, cette tension-là. Il a récidivé le lendemain à table, le surlendemain, enfin bref, il a fait la gueule pendant plusieurs jours. Vous lui avez demandé pourquoi? Et moi, j'ai pas arrêté de lui dire, mais c'est honteux ce que tu fais. Il répondait même pas. Je lui disais, mais tu peux pas faire ça, je ne supporte pas, comment tu peux me faire la tête comme ça, tu vois bien que je suis pas bien, etc. Et en fait, il continue à faire la tête. Donc moi je ne supportais pas cette situation, je me suis mise à crier, je suis vraiment devenue hystérique, mais en tendant des perches, c'est-à-dire en disant mais j'ai besoin que tu sois présent, que tu sois qu'ils vous disent quelque chose, quoi, qu'ils réagissent. Voilà. Oui. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un homme qui soit présent à mes côtés, je suis pas bien, je souffre déjà de l'absence de ma sœur, etc. Donc Et dans mon excitation, j'ai aussi dit des choses qui n'étaient pas jolies. Je lui ai dit, sors de ma vie, si c'est comme ça, sors de ma vie. Et en fait, c'est cette balle-là qui l'a attrapée et pas les autres. Et au bout de 2 semaines où vraiment il ne me parlait pas, il est venu me voir en me disant, écoute, faut qu'on parle. Tu m'as demandé de sortir de ta vie, donc je prends la balle au bond. Je te propose de divorcer à l'amiable. Et là, il est parti dans une histoire de divorce, un truc incroyable. Il a fait appel à un avocat. Il vient me voir en me disant, voilà ce qu'il en est, voilà ce que j'ai eu avec l'avocat. Voilà où on en est. Donc, moi, vous avez dit ça sous le coup de l'énervement. Et lui, comme vous dites, s'est emparé de ça pour dire qu'il voulait se séparer, qu'il voulait divorcer. Exactement, qu'il voulait divorcer. Alors, oui, donc la situation vous dépasse. Vous en avez parlé avec lui. Enfin, d'autant plus que c'est quelque chose d'assez. Déjà, il va assez loin pour avoir pris rendez-vous avec un avocat. Il semble assez déterminé. Il est déterminé. Bon. Il est déterminé parce qu'il a discuté avec un ami en commun qui m'a dit qu'il était vraiment déterminé, qu'il ne voulait pas entendre autre chose. Enfin, moi, je suis vraiment... Alors au départ, quand il m'en a parlé, je tombais un peu des nues. Oui, je comprends. Donc je lui ai dit, ok, vas-y, on y va, pas de souci. Mais en fait, après coup, je me suis dit, mais il m'a amené dans un terrain qui était... Oui, que vous ne souhaitiez pas. Et il me fait croire que l'idée vient de moi. Alors que comme vous dites, on peut penser, dans ce que vous décrivez, que lui pouvait y songer depuis un moment,
Et que finalement, il s'est emparé de cette scène pour pouvoir à un moment, il faut bien l'annoncer, qu'on veut se séparer, et on s'empare même de quelque chose qui est un prétexte. Alors justement, on pourrait croire ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques années, ça n'allait pas du tout entre nous. Il y a 4 ans, j'avais moi demandé le divorce. C'était allé vraiment très très loin, et puis finalement on s'était rabiboché. Et depuis ce temps-là, c'est vraiment, on vit le parfait amour, tout va bien, ça se passait très bien dans notre couple, et une semaine avant cette scène, il me paraît encore de faire un bébé, et j'avais vraiment, j'étais presque convaincue parce qu'il n'arrêtait pas d'en parler. Donc c'est là que je me dis, il y a un problème. Êtes-vous certaine que vous étiez vraiment rabibochée, comme vous dites ? Oui, vraiment. Parce que vous savez, parfois, il peut y avoir un sérieux décalage dans un couple entre celui qui subit l'annonce d'une séparation et puis celui qui y pense depuis un moment. Alors, c'est vrai qu'évidemment, c'est complètement... il y a quelque chose d'incohérent entre le fait de vous demander de faire un enfant et puis après de vous annoncer ça. Mais il semble quand même assez déterminé par rapport à ça. C'est pas rien de... Vous voyez, même de faire la tête comme ça pendant 2 semaines, de vous dire qu'il a vu un avocat... ça semble pas le coup de colère froide, là. C'est ce que je comprends pas. Bon, vous lui avez demandé, est-ce qu'il accepte de parler avec vous parce que en fait, on communique beaucoup par texto parce qu'on a oui, mais ça va pas. Oui, mais ça va pas. Vous pouvez pas communiquer par texto sur un sujet, sur une décision qui engage votre vie de couple et votre vie de famille. Alors, lui, il dit déjà, et ça montre le problème qu'il y a. Il ne supporte pas mes crises d'hystérie, mais en fait, je suis vraiment quelqu'un... Non, mais c'est un prétexte. Quand ça va pas. Quand vous vouliez vous séparer il y a 4 ans, c'était à quel sujet ? Parce qu'à ce moment-là, sa mère n'était pas décédée. Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi aviez-vous voulu prendre la décision de divorcer ? C'était un ras-le-bol général. C'était quelqu'un qui est très difficile à vivre. Il est toujours, mais je me suis accommodée de certaines difficultés. Mais à l'époque, ça n'allait vraiment pas du tout sur un tas de points. Enfin, on n'avait vraiment plus rien en commun, etc. Oui. Mais depuis, et il ne cessait de dire, je remercie le ciel que ça se soit pas passé. Il semblait vraiment... Oui, mais vous savez, il y a en même temps quelque chose qui peut être aussi un peu paradoxal, c'est qu'il vous dit ça, mais entre-temps, il a perdu sa mère, qui a été quand même un événement majeur dans sa vie, où vous dites qu'il a traversé une période de dépression, où vous avez été à ses côtés, vous l'avez accompagné, mais il a pu... À ce moment-là, il n'était pas prêt à une séparation et avoir effectivement très peur de vous perdre, et vous avez eu comme une lune de miel. Mais quand il vous parle d'enfant, peut-être qu'effectivement, l'enfant, on reforme un couple parental aussi. C'est pas forcément un couple conjugal, vous voyez. On reforme un couple. Lui, c'était peut-être, c'est quelqu'un qui a du mal, semble-t-il, à verbaliser, qui s'enferme plutôt en lui-même, qui fait la tête. Et du coup, qui peut avoir une réaction comme ça, mais auquel il songe depuis un moment. Moi, je trouve ça un peu paradoxal. Il y a quelque chose qui colle pas là, où on a l'impression qu'il s'est saisi de ce prétexte, et où maintenant il vous met tout sur le dos en disant que vous faites des crises de nerfs et autres, pour en fait acter une décision qu'il avait prise depuis un moment. Et c'est de ça dont il faudrait parler avec lui. Dire qu'est-ce qu'il en est, et pas par texto, lui dire écoute, je comprends pas, je suis assez désemparée, c'est vrai que actuellement vous pouvez lui dire que peut-être que vous êtes plus difficile à vivre, mais que et pour cause, vous venez de perdre votre sœur et que vous êtes très fragilisé, très 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 désemparé. Bon, il peut le comprendre, lui, quand il a perdu sa mère, était dévasté. Et que vous ne comprenez pas bien qu'il y a encore quelques semaines, vous parliez de faire un enfant, et que là, il paraît si déterminé pour divorcer. En tout cas, comme le dit Nejout, ce sont évidemment pas vos propos, et vous le savez bien, qui ont provoqué la rupture. Non, il dit qu'en fait, mes propos, en fait, c'était il a saisi la balle, comme il dit, parce qu'il s'est rendu compte que finalement, c'était pas la vie qu'il avait envie de vivre. Voilà. Comme comme un éclaircissement
doucement comme ça. Oui, mais en tout cas, vous, c'est quand même très violent parce que pour le coup, il saisit la balle au bon, mais au très mauvais moment. Il vous ménage pas. C'est au moment où vous êtes quand même effondré par le décès de votre sœur. Alors, c'est ce que je lui reproche. Je vous comprends. Je suis vraiment effondrée je comprends. Depuis cette histoire. Je ne cesse de pleurer en me disant mais pourquoi je pleure? Est-ce que c'est pour ma sœur ou est-ce que c'est parce que c'est le bordel dans ma vie? Mais pour les deux, vous perdez votre sœur qui était, comme vous dites, très protectrice vis-à-vis de vous, c'était un repère très important. Vous étiez très proche, donc bien sûr que vous êtes aussi très triste de qu'elle ne soit plus là. Et puis en même temps, à ce moment-là, comme vous dites, c'est vraiment le bazar dans votre couple. Votre mari qui vous annonce qu'il veut se séparer. Enfin, déjà que vous êtes en plein deuil, ça fait beaucoup, quoi. Et je trouve qu'il vous ménage pas. Vous voyez, donc au moins, il pourrait s'en expliquer et assumer ses responsabilités, ce qu'il ne fait pas. Quand je lui dis ça, il me dit, ok, je me rends compte que c'était vraiment pas le bon moment. Ça, c'est sûr. Il me dit, c'est quand même toi qui as aussi choisi le moment pour faire tes crises. Oui, enfin, ça c'est pas cohérent du tout. Et puis, c'est surtout pas correct. C'est pas correct de vous reprocher de faire vos crises, comme il dit, à un moment où vous êtes mal, vous êtes très triste, et puis la scène que vous décrivez est pas en état d'entendre des conflits, quoi. Voilà. Bon, alors. Et du coup, il décide une trêve. Il me dit ok, on parle pas de divorce, on en reparlera plus tard. Et c'est encore plus difficile à vivre parce qu'on est là, on est sous notre toit, il me parle pratiquement pas. Et dans sa trêve, en fait, il me dit bonjour, bonsoir, il est très poli. C'est très agressif. C'est une horreur à vivre, mais vraiment... Ah oui, je comprends, c'est très agressif. Non, mais il faut vraiment, Estelle, que vous lui demandiez, que vous dites, moi je peux pas rester en disant on remet ça plus tard, genre le couperet il va tomber plus tard, et puis qu'en attendant on soit dans des relations qui sont à peine cordiales, ou dans un couple ça se limite à bonjour, bonsoir. Donc dire que non, vous pouvez pas supporter ça, que ça n'a pas de sens d'être comme ça et qu'il n'y ait pas de mots échangés, et vous lui demandez à ce moment-là d'aller au moins prendre un rendez-vous avec un conseiller conjugal ou avec un thérapeute de couple pour que ce que vous n'arrivez pas à vous dire en face à face, vous puissiez essayer de vous dire ce qu'il en est avec l'aide d'un tiers, en disant après tout, si tu as pris ta décision, c'est très douloureux, d'accord, mais je préfère quand même qu'on puisse un peu se parler, quitte, vous lui mettez comme si vous acceptiez sa décision, en disant parce que ça permet... Je ne sais même pas finalement si je l'accepte ou pas. Non, mais de toute façon, quand bien même vous n'auriez pas le choix. Parce que je me dis aussi, même si c'était pas le cas, mais je lui en voudrais toute ma vie. Oui, mais justement, à ce moment-là. Justement, on sait que des couples qui font une démarche comme ça vers un conseiller conjugal ou vers un thérapeute de couple, même si ça ne permet pas au couple de se réunir et de se retrouver, ça permet en tout cas de vivre la séparation avec beaucoup moins de conflits. Ça permet de se remettre plus facilement d'une séparation. Ça évite bien des traumatismes aussi pour les enfants. Donc de toute façon, ça permet qu'il y ait un endroit où on peut clarifier les choses. Alors de deux choses l'une, Estelle. Soit votre mari n'est pas remis il y a quelque chose de l'ordre du décès de sa mère qu'il a fragilisé, dont il n'est pas complètement remis, et il ne supporte pas votre chagrin actuellement parce que ça le replonge dans ce deuil, dans cette période de deuil qu'il n'est pas à même auquel il n'est pas à même de faire face. Parce que du coup, il est dans une fuite. Attendez, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc, il n'est pas à même de faire face et il est dans la fuite. Et de la fuite la plus radicale qui soit en disant on se sépare, soit, autre hypothèse qui est évidemment moins agréable, mais celle que je vous disais, où c'est quelque chose auquel il réfléchissait quand même en sourdine, et où à la faveur de ces circonstances terribles pour vous, eh bien comme vous dit, il saisit la balle au bon et il vous annonce qu'il veut changer de vie. Mais ça mérite quand même, parce que c'est une décision qui engage votre couple et qui engage votre famille, d'aller en parler, et vous pouvez lui demander ça. Mais de l'avoir fait à ce moment-là, déjà, c'est du sadisme. Bon, c'est peut-être qu'il n'est pas, je vous dis, dans ma première hypothèse, c'est peut-être qu'il n'est pas en état aussi, lui, d'accord. Il n'est pas à même de faire face à votre deuil. Donc il faut que vous alliez en parler. Dans votre première hypothèse,
C'est que ce sont des hypothèses. Dans mon état actuel, de devoir me pencher sur ses états d'âme à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais attendez, qu'on soit très clair, Estelle, c'est pas pour vous pencher sur ces états d'âme, c'est vous avez besoin de choses claires. Donc, vous pouvez pas rester dans une situation avec un mari qui vous dit bonjour, bonsoir, qui vous annonce qu'il veut divorcer, mais que comme vous n'êtes pas bien, on remet ça plus tard. Bon, ça mérite quand même, compte tenu de la vie que vous passez ensemble, des enfants que vous avez ensemble, de ce projet d'enfant dont il vous parlait il y a encore quelques semaines, un peu que vous alliez en parler avec un tiers qui vous aidera à y voir plus clair. Mais vous pouvez lui dire qu'il vous doit au moins quand même de prendre la peine de se poser et d'en parler. Si vous n'êtes pas à même d'en parler tous les deux parce que ça tourne au conflit, parce que lui est dans l'évitement, à ce moment-là, d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à dire ce que vous ressentez. Et justement, pas pour se pencher sur ses états d'âme à lui, mais pour vous permettre, vous, de pouvoir aussi vous exprimer, d'exprimer ce que vous vivez et d'arriver à faire mon deuil. Écoutez, on ne sait pas encore. On ne sait pas ce qu'il en est, mais en tout cas que vous ayez quelque chose de plus clair, parce que là, il vous dit, comme ça, au détour d'une dispute, tiens, je veux divorcer, alors que quelques semaines avant, il voulait vous faire un enfant. Vous voyez, il vous doit quand même quelques explications. Et ça, vous êtes en droit de dire que vous ne supportez pas, vous ne voulez pas de cette relation-là, et que compte tenu quand même de ce que vous avez vécu ensemble, de tout ce que vous avez, de tous ces moments de vie passés ensemble, vous méritez mieux l'un et l'autre que d'être comme ça dans une phase où vous saluez juste, poliment. Alors si malheureusement il refuse cette concertation avec un tiers, c'est que lui, ça confirmerait la deuxième hypothèse qu'il ne veut plus du tout, qu'il ne fait rien pour que les choses s'arrangent. J'ai même pensé à une autre femme, tellement c'était... C'est possible. Tout est possible dans cette situation. Manquant, en fait. C'est possible. Oui. C'est possible que la perte de sa mère, le fait qu'il ait fait une profonde dépression, vous voyez, quand il vous dit « je ne veux plus de cette vie-là », qui est quelque chose qui est qu'il est amené à presque une crise existentielle où il remet en question sa vie. Mais ça mérite quand même pour lui et par rapport pour vous, pour vos enfants, pour l'avenir, qu'il se penche un peu dessus. Parce que soit ça fait très passage à l'acte, j'en ai marre de cette vie-là, je veux changer de vie, ça y est, comme ça peut arriver parfois après la perte d'un parent, où tout d'un coup, quelqu'un se dit, je vais pouvoir, comme une forme d'émancipation, je vais enfin pouvoir mener la vie que j'ai envie d'avoir, balayant très vite comme ça l'ancienne vie, entre guillemets. Bon, par respect, égard pour vous, pour les enfants que vous avez ensemble, il vous doit quand même quelques explications et ça lui permettra, lui, peut-être de clarifier un peu ce qu'il est en train de vivre. Voyez, et peut-être d'éviter de faire une belle connerie, parce que c'est aussi peut-être ce qu'il s'apprête à faire, après tout. Voyez, donc demandez-lui. Sentez-vous, je sais que c'est compliqué pour vous, Estelle, parce que c'est une période évidemment où vous êtes où vous auriez besoin qu'on vous, bien sûr, vous auriez besoin qu'on vous réconforte, évidemment, et pas qu'on vous balance ça comme ça très froidement. Si lui ne veut pas le faire, Estelle, s'il refuse ça, si vous refusez ça, vous allez en parler. Pour voir un petit peu comment, déjà pour parler de vous, de votre tristesse, de votre douleur, et puis de voir un peu comment vous allez vous positionner par rapport à lui, au cas où il ne serait pas prêt à faire cette démarche. D'accord. Voyez, et en tout cas vous, si parce que même si malheureusement ça arrive qu'il y en ait un des deux qui veuille pas faire la démarche, qui est signe qu'il n'a pas envie que les choses s'arrangent, vous pouvez faire une démarche pour vous. Et ça va vous aider aussi, déjà à avoir un lieu où vous allez pouvoir parler de tout ce chaos-là, de tout ce qui vous arrive, et pouvoir aussi être plus clair par rapport à lui, alors que là, pour le moment, vous êtes trop affaibli pour effectivement envisager quoi que ce soit et prendre une décision. Vous vous sentez trop faible et c'est bien normal. Parce qu'il m'a demandé de participer à la démarche.
qui me dit on va faire ça à l'amiable, etc. Non. Et je lui ai répondu que pour l'instant je n'avais pas la force, que je n'entraverais pas ses démarches à lui, mais que c'était à lui de faire ce qui lui semblait bon de faire. Oui, vous avez raison, parce que ce n'est pas d'abord vous, ce n'est pas votre désir, c'est pas votre décision, vous ne la souhaitez pas, et en plus vous êtes beaucoup trop fragile, beaucoup trop affaibli en ce moment pour aller faire une démarche que vous ne souhaitez pas. Donc, qu'il assume ses responsabilités. C'est exactement ce que je lui ai dit. C'est trop facile de vous mettre ça sur... Non seulement, si vous voulez, il vous met ça sur le dos, et en plus, il faudrait que ce soit vous qui assumiez la démarche. Oui, non, ça va pas. Voilà, il me dit, tu me donnes le mauvais rôle, c'est quand même toi qui as initié. C'est lui qui n'accepte pas de le prendre, ce mauvais rôle. Voilà. C'est différent. Donc, vous pouvez dire, avant de mettre en place quelque chose des démarches, j'aimerais quand même qu'on puisse faire le point. Et vous pouvez lui dire, je compte même pas forcément que ça s'arrange, mais enfin, en tout cas, qu'on puisse aller en parler, parce que moi, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et puis, moi, je suis pas en état. Vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas en état actuellement de faire des démarches et que vous avez besoin. C'est pour ça qu'il a décidé de cette trêve. Ouais. Oui, mais enfin, restez avec ce côté. C'est insupportable. Mais bien sûr, il n'a pas à vous imposer ça. Non, il n'a pas à vous imposer ça. Et auquel cas. Comment me soustraire à ça? Si continuez dans ce versant-là, c'est-à-dire que vous cohabitez, mais je vous dis de façon comme ça très froide, vous pourriez lui demander à ce moment-là de partir. Dire que ça serait plus cohérent. Et s'il refuse? Non, il peut pas. Non, il faut lui dire. S'il refuse, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il reste avec vous, c'est que pour vous ayez des échanges et pourquoi il reste dans ces cas-là, alors qu'il veut partir. Parce qu'il m'a dit clairement, je lui ai demandé comment, puisqu'il avait pensé à ça, je lui ai dit comment t'envisageais la séparation, tu comptais aller où? Et là, il me dit, puisqu'on vit dans l'appartement de sa mère, il me dit, en fait, c'est chez moi. Oui, enfin c'est peut-être chez lui, mais enfin il se trouve que jusqu'à présent c'est chez vous et que vous y êtes avec vos enfants. Donc si c'est lui qui veut se séparer, c'est à lui aussi de faire des démarches pour se trouver un studio. Vous voyez, il a aussi des responsabilités, pas seulement par rapport à vous, mais par rapport à ses enfants. Donc, il se trouve que le lieu où vous vivez, même si c'est à sa mère, c'est la grand-mère de vos enfants. Donc, il se doit aussi d'assurer une certaine continuité de vie à ses enfants. Il peut pas tout larguer comme ça. Il faut, voyez, il faut pas hésiter quand même à lui renvoyer que c'est bon. À m'imposer de rester le temps des démarches. Non, mais là, parce que Estelle. Pour conclure, vous n'avez pas la force actuellement de vous opposer à lui, et je le comprends, parce que vous êtes, vous, en plein deuil, vous êtes complètement effondré par le décès de votre sœur. Donc, c'est pour ça qu'il est important, vous lui demandez d'aller consulter. Vous avez besoin, dire, si on doit rester sous le même toit, comme ça, sans se parler, c'est pas tenable. Donc, je te demande qu'on aille voir quelqu'un. Et deuxièmement, s'il refuse, vous allez voir quelqu'un et vous allez voir que ça va vous permettre de davantage vous affirmer par rapport à lui. Et donc, même si c'est difficile, d'aller mieux parce que de ne pas avoir ce sentiment de subir. Parce que là, vous subissez. Et vous subissez doublement, malheureusement, la disparition de votre sœur contre laquelle vous ne pouvez rien faire, il y a un sentiment d'impuissance, mais en plus, sur un plan personnel dans votre couple, vous vous sentez aussi terriblement impuissante par rapport à lui. Donc c'est là en revanche, vous pouvez agir. Au moins, voyez, agir sur ce qu'il est possible, sur quoi il est possible d'agir. Bon courage Estelle, parce que c'est vraiment difficile ce que vous traversez. Au revoir Estelle. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir Natacha. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un souci et je n'arrive plus à rien comprendre. Tout est confus dans ma tête et je voudrais bien être éclairée sur ce point. Je vais essayer. Voilà, c'est-à-dire ça fait 4 ans que je vis avec un homme. Oui. Et avant de vivre avec lui, c'était une personne qui vivait chez sa mère, donc il est fils unique. Et il a quel âge cet homme? 48 ans. D'accord. Et il a toujours vécu chez sa mère? Non. Non, c'est-à-dire qu'il a vécu chez sa mère. Suite au décès de son père, sa mère était dépressive, donc il a été placé jusqu'à l'âge de 14 ans. À 14 ans, il a voulu retourner chez sa mère, donc il est retourné chez sa mère. Après, la vie, le cours de la vie, c'est qu'il a rencontré une jeune fille.
sa mère n'avait pas accepté. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, maintenant je ne sais pas. D'après ce que j'ai entendu de lui et puis de la mère. Mais apparemment, comme ils tiennent tous les deux le même discours, je pense. Alors, oui, ça doit être proche de la vérité, on va dire. Oui. Donc, il a connu une jeune fille. Bon, il a fait sa vie avec cette fille-là, donc il s'est marié. Non, sa mère, quand elle a appris qu'il fréquentait cette fille-là, elle l'a foutu dehors. Donc, après, il est parti vivre à quelques kilomètres de la maison et il ne fréquentait plus sa mère. Donc, il a épousé cette fille-là. Et avec cette fille-là, il a eu une petite fille. Bon, sa mère, tellement elle en a fait des histoires qu'elle a réussi à détruire donc son premier couple. Donc, elle a détruit son premier couple. Après, il est resté quelque temps célibataire. Il a rencontré une autre personne. Il a vécu avec cette personne-là. Et sa mère, elle a réussi à détruire ce deuxième couple. Parce que le problème, c'est que c'est une femme possessive. Oui, avec vous, ça se passe comment, justement, Natacha ? Avec moi, au départ, quand je l'ai connu, il buvait. C'est-à-dire qu'il allait travailler le matin, il rentrait le soir, il buvait. Il vivait chez sa mère. Bon. Et après, il a voulu vivre avec moi, donc on s'est mis ensemble en ménage. Oui. Il continuait à boire, mais tout doucement, j'ai réussi à lui enlever le vice de l'alcool en lui disant que c'est pas une vie, que c'est pas bon pour la santé. Enfin, sans râler, sans faire de crise ni rien, en lui parlant tout simplement. Oui, il a réussi à se libérer de cette dépendance. Oui. Il a réussi pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, vous l'avez aidé, oui. Il a recommencé, mais pas tous les jours. De temps en temps, il buvait, il se foutait une cuite. Mais le problème, c'est que notre relation s'est dégradée. Parce que ce que je comprends pas, c'est que sa mère, ça allait bien avec moi, mais dès que je ne faisais pas comme elle voulait, c'est-à-dire tu fais ça, ou tu vas là, ou tu vas me chercher ça, au départ, je le faisais, mais après, je me suis dit, ça va 5 minutes, quoi. Bien sûr, Et dès que je faisais pas comme elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a commencé à râler, à m'insulter, à m'envoyer des messages. Ça fait froid dans le dos, les messages qu'elle m'envoie. Ah bon ? Vraiment, à ce point-là ? C'est des messages d'insultes D'insultes, que je rends cocu son fils, que je profite sur lui, que je suis une salope, enfin bref. Et vous lui en parlez ? Vous lui avez dit à votre ami que vous recevez des messages d'insultes de la part de sa mère ? Je lui ai dit. Comment il réagit, lui ? Est-ce que ça le fait réagir ou pas ? Au départ, il a réagi en me disant ne fais pas attention, ma mère, elle est malade, elle sait pas ce qu'elle dit, elle est folle. Mais elle lui envoyait les mêmes messages à lui. C'est-à-dire que dès qu'on faisait pas comme elle voulait, c'était des insultes aussi bien pour lui que pour moi. Des méchancetés pas possibles. Oui, dès qu'on ne va pas dans son sens. Dès que j'allais pas dans son sens, dès qu'on s'oppose à elle, finalement. Voilà. Oui. Et le problème, c'est que on y va tous les jours. Donc, je lui faisais le ménage, je me suis occupée d'elle. Entre-temps, elle était à l'hôpital 2-3 fois. Bon, on allait la voir. Elle me regardait pas, elle me parlait pas. Elle s'alcoolise, cette dame, ou pas ? Comment ? Elle s'alcoolise, sa mère, ou pas ? Non. C'est une femme que, à mon avis, c'est une femme qui était dépressive au départ, qui n'a jamais été heureuse dans sa vie et elle ne supporte pas de voir le bonheur des autres. Oui, y compris celui de son propre fils. Voilà. Et c'est-à-dire que après, comme lui il me disait ne fais pas attention, ma mère elle est malade et tout ça. Et puis aussi lui, comme il avait des insultes, il disait qu'il n'aimait pas sa mère, qu'il n'avait pas eu une belle vie avec sa mère. Mais oui, puis il a été abandonné à un moment, oui. Voilà. Et moi je me suis dit, c'est quand même ta mère. Écoute, on va essayer d'arranger les choses et tout. Donc je marchais comme sa mère elle voulait. Dès que ça m'allait, je marchais plus comme elle voulait. C'est-à-dire je travaillais, elle me téléphonait, il faut que tu viennes me laver, me faire la douche. Oui, elle est complètement tyrannique. Ouais. Quand j'allais là-bas, je lui disais je suis là, on fait la douche. Elle ne voulait plus. Elle me téléphonait au boulot sans arrêt. Elle m'insultait. Oui, elle a des gros problèmes, cette dame, oui. Et là, notre situation de couple, ça s'est dégradé petit à petit. Oui. Et je lui ai dit à lui, écoute, moi je ne peux plus. Je dis, moi ce que je vais faire, c'est que je ne parle plus à ta mère, je ne veux plus la voir. Oui. Mais on y va quand même souvent là-bas. Mais je lui parle pas. Et puis une fois, ça m'a fait tellement mal au cœur que je lui ai dit à sa mère, je dis, écoutez, je voudrais savoir pourquoi vous réagissez comme ça avec moi. Je n'ai jamais été méchante, je vous ai jamais manqué. Au contraire, vous avez cherché à pacifier la relation entre elle et son fils. Puisque lui voulait un peu prendre de la distance, s'éloigner, ce qui aurait été bien d'ailleurs. Et je crois que c'est le tort que j'ai eu. Oui, à ce moment-là, oui. Vous auriez dû le laisser s'éloigner. Voilà, et je lui ai dit, écoutez, je vous ai jamais répondu, je comprends pas pourquoi vous êtes méchante avec moi. Quand vous avez besoin de moi, je suis là.
Et elle s'est levée, elle m'a dit, de toute façon, tu me fais beaucoup de misère, je veux rien savoir de toi. Oui, mais elle a un problème, cette dame, qui n'est pas liée à vous. Pourquoi vous l'avez pris presque comme si c'était contre vous, mais vous voyez bien qu'elle détruit systématiquement toute relation de couple que peut avoir son fils. Voilà, mais le problème, dites, elle va pas bien et elle est bourrée d'agressivité. Voilà, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut récupérer son fils, que son fils s'occupe d'elle. Oui, oui. Mais le problème, c'est que moi, je dis, il a vécu avec sa mère, donc elle n'a jamais rien fait pour le garder. Et il allait pas bien, il s'alcoolisait à ce moment-là, il était mal, voilà. Ce qu'on peut comprendre. Voilà. Et je dis, après tout, on y va souvent, on y va pratiquement tous les jours, on y va souvent, on lui fait les courses. Oui. Mais je ne peux pas l'empêcher parce que... Mais mais attendez, justement, Natacha, vous dites vous-même, c'est presque vous qui, vous dites, c'est sa mère, donc il faut s'en occuper. Enfin, et vous avez été extrêmement bienveillante dans cette relation, alors elle est terriblement destructrice. Et quand il vous disait, votre ami, qu'à un moment, qu'il en avait gros sur le cœur, qu'il était malheureux, que sa mère lui faisait du mal, c'est vous qui aviez du mal à entendre ça? Qui puisse dire du mal de sa mère, ça vous faisait mal, vous? Peut-être parce que vous avez une relation très positive avec la vôtre. Oui. Voilà, donc vous avez du mal à comprendre qu'on puisse être dans un sentiment d'agressivité, voire même de haine à l'égard de sa mère. Mais sa mère, elle n'a pas pu être vraiment une mère pour lui. C'est le paradoxe d'ailleurs. Elle n'a pas été pour lui quand il était enfant ou adolescent. Et maintenant, il est adulte, il a 48 ans, qu'il est adulte, elle veut gérer sa vie. Elle veut l'avoir auprès d'elle, elle veut gérer sa vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pas. Elle n'a pas pu s'en occuper enfant, mais maintenant elle veut s'occuper. Enfin, c'est pas qu'elle veut s'occuper de lui, elle veut gérer sa vie. Bon, donc c'est une chance pour lui et il a essayé déjà, cet homme. Il se débat avec cette mère-là terrible, à essayer de construire sa vie d'homme. À chaque fois, elle a réussi à lui casser, à lui briser son couple. Oui. Elle veut garder son fils pour elle. Pour elle toute seule. Et donc, c'est vrai que là où vous pouvez l'aider, cet homme, c'est à faire un travail de distanciation par rapport à sa mère. C'est-à-dire... je ne peux plus parce que maintenant, c'est vous qui le pensez. Avant, au départ, il était tout gentil, tout bien avec moi, et maintenant, ça s'est inversé. Avec moi, il est tout le temps en train de râler. Avec sa mère, il est gentil. Quand sa mère, elle l'appelle, fais-moi ci, fais-moi ça, il le fait tout de suite. Mais bien sûr, mais parce que sa mère, elle a réussi, elle connaît très bien le scénario, c'est-à-dire qu'elle est en train certainement de vous démolir comme elle a toujours fait, et puis d'essayer, peut-être, parce qu'elle a l'air très manipulatrice, de se rapprocher de son fils. Elle peut lui dire, tu vois, finalement, toutes les femmes, elles te laissent tomber, puis c'est avec ta mère, c'est ta mère qui est toujours là. Si ce n'est que lui, malheureusement, il est dans une répétition avec les femmes du scénario d'abandon qu'il a eu avec sa mère. Ouais. Et ce qui se passe aussi, je m'excuse de vous couper, ce qui se passe aussi, c'est que, comment que j'allais dire ça, le problème, c'est que quand lui, il vivait chez sa mère, elle l'a jamais aménagé. Et là maintenant, j'ai repris un emploi. Et depuis que j'ai commencé à travailler, tous les jours il va chez sa mère parce qu'il y a des travaux à faire, mais tous les jours il boit. Alors je pars au boulot avec la boule au ventre parce que je me dis qu'est-ce qui va arriver. Je suis pas tranquille parce qu'il roule avec de l'alcool au volant. Oui, ça c'est très préoccupant. Et je m'inquiète et je lui ai posé la question. Je dis mais qu'est-ce qui se passe chez ta mère donc que tu bois tous les jours? C'est quoi le problème? Et il me répond pas. Et maintenant, il est devenu même agressif avec moi, c'est-à-dire que... Oui, mais parce qu'il s'alcoolise aussi, parce qu'il boit, donc ça doit pas aider. Même quand il boit pas, le fait que j'ai une conversation avec lui, je cherche à discuter, il me dit, arrête, tu parles bête. Enfin, il est toujours en train de me rabaisser, il n'a pas de conversation avec moi. Je lui ai dit, écoute, t'es sournois, parce que dans un couple, comment je vais dire ça vous savez, on est complices. Si moi j'ai envie d'acheter quelque chose, je lui en parle. Oui. Alors il n'y a pas de complicité. Quand je lui pose une question, il est toujours en train de me remballer. Quand il me pose une question, je lui réponds gentiment et normalement. Et par rapport à l'alcool, je lui ai dit, écoute, je t'empêche pas de boire. J'ai dit, quand on va à une fête, à un mariage ou un anniversaire ou à un restaurant tout simplement, je ne t'interdis pas de boire. Mais de boire tous les jours, j'ai dit, je n'en peux plus parce qu'il devient agressif. Mais dites-lui, à un moment, quand il vous a rencontré, il avait arrêté de boire, il allait mieux. Vous pouvez lui dire, quand tu avais pris un peu de distance par rapport à ta mère, tu allais mieux.
Et vous pouvez dire que malheureusement, à ce moment-là, vous n'avez pas compris et que vous avez tout fait pour qu'au contraire, il se rapproche de sa mère et que vous vous rendez compte aujourd'hui que sa mère, même s'il lui est très attaché, lui fait beaucoup de mal parce qu'elle ne va pas bien. Et que donc, effectivement, il serait important qu'il puisse se détacher d'elle. Ce qu'il espérait, je crois qu'avec une femme, c'est ça, une femme lui permet d'être en couple, de se détacher de sa mère. Mais malheureusement, elle a une telle emprise sur lui, et d'autant plus forte l'emprise il a été abandonné à un moment, vous voyez, il a été placé, repris, donc il garde en lui cet abandon, et il doit chercher à avoir l'amour de sa mère. Il est dans une ambivalence par rapport à elle. À la fois, j'ai l'impression qu'il recherche l'amour de sa mère. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'aider en justement le rassurant plutôt que là en l'attaquant, en disant que vous l'aimez, vous avez confiance en lui, vous croyez en lui, mais que le problème, c'est vrai que vous n'aviez pas compris à ce moment-là à quel point sa mère pouvait être destructrice pour lui, même s'il l'aime, même s'il lui est attaché. Et que finalement, vous pouvez essayer de lui dire, voyez, montrer que vous comprenez un peu le fonctionnement et que ça serait bien que quand il se rapproche d'elle, parce qu'il attend quelque chose qu'elle peut pas lui donner, ça le détruit. C'est pas un hasard s'il s'alcoolise. Vous pouvez tenter cette carte-là en disant, voyez, plutôt en lui parlant de lui et de ce que vous percevez de sa relation avec sa mère. Parce que là où vous pourriez l'aider, c'est vraiment à prendre de la distance par rapport à sa mère. Et par contre, là où vous étiez complètement à côté en faisant tout pour qu'il se rapproche d'elle. Voilà. Et là, par contre, je lui ai expliqué, j'ai dit, mais ta mère, le fait qu'elle n'a pas été heureuse dans sa vie, et puis, comme tu me dis, elle est malade, c'est une malade, je dis, moi, je ne suis pas fautif, parce que moi, j'ai rien fait. Non, mais ne parlez pas, essayez de dire, ne ramenez pas à vous, ça se joue pas entre vous. Bien sûr que vous n'êtes fautif de rien, Natacha, c'est évident. Vous n'êtes pas responsable du fait que cette dame, elle aille mal. Et de la relation très toxique qu'elle a avec son fils. Donc parlez-lui plutôt de la relation qu'il a lui avec sa mère, en disant que il est un peu comme un petit garçon qui attend l'amour de cette mère, mais dites-lui, il le reconnaît lui-même, cette mère, elle est malade, elle va pas bien, et elle veut que tout tourne autour d'elle, elle est dans une relation d'emprise avec lui, mais elle n'est pas en mesure de lui donner ce qu'il attend. Et qu'il faut qu'il pense à lui et à sa vie, et que vous pouvez lui donner de l'amour, que vous l'aimez. Je vous assure que je lui ai déjà parlé de ça, mais il me dit c'est ma mère, j'ai que ma mère. Oui, mais sa mère, c'est toute son ambivalence à cet homme, c'est-à-dire qu'il attend comme un petit enfant que sa mère un jour lui dise des paroles réparatrices, et je crains que ça n'arrive pas parce que cette dame va pas bien du tout et qu'elle fait tout pour détruire en même temps, tout en étant très possessive. Ils sont dans une relation de très grande dépendance. Alors, soit vous essayez, et parce que malheureusement à un moment il était prêt à se détacher, mais enfin vous savez, prêt en même temps, il y a déjà 2 couples qui ont explosé. Oui. Donc vous pouvez essayer en le rassurant sur votre amour et en disant qu'il faudrait vraiment qu'il fasse un travail sur lui-même, parce que le fait qu'il s'alcoolise et tout, ça montre à quel point il est malheureux. Vous pouvez lui dire, c'est que je sais qu'au fond tu es malheureux et que ça serait bien qu'il se fasse aider. Et s'il n'entend pas, je crains que malheureusement vous deviez vous éloigner, parce qu'il est dans un fonctionnement très ancien avec cette mère-là qui a beaucoup d'emprise sur lui. Bon courage, Natacha. Merci de votre appel. Au revoir. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.